Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bruno Faure, je suis journaliste à Radio France Internationale, RFI, et je présente une émission chaque semaine qui est diffusée le samedi et qui s'appelle Écho d'ici, Écho d'ailleurs, ici et ailleurs. Ça tombe bien puisque notre sujet est international dans ces journées de l'économie où on parle, vous avez certainement pu le constater, depuis 2 jours de tous les grands enjeux de notre temps. Et s'il en est un qui concerne à la fois l'économie, la géopolitique, les droits de l'homme et de la femme, et notre vie quotidienne, notre façon de consommer, c'est bien celui que nous allons aborder pendant 1h30 à peu près avec nos intervenants, les batailles pour les ressources naturelles. Ces batailles qui se déroulent en effet souvent loin de chez nous, on le voit dans des reportages, dans des mines à l'autre bout du monde, mais aussi, et on va le voir aussi bien plus près de chez nous, ici en France. Des conflits, des tensions qui font écho à notre histoire commune, notre histoire planétaire depuis plusieurs siècles, on verra même depuis plusieurs millénaires, et qui ont des conséquences très concrètes aujourd'hui dans le cours de nos économies. Voici donc nos intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. D'abord Ninon Moreau-Castler. Bonjour Ninon. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Observatoire européen de la fiscalité et à la Paris School of Economics. En quelques mots, vos domaines de recherche pour qu'on vous connaisse mieux. Oui, donc je suis chercheuse en économie internationale et économie publique. Et entre autres grandes questions qui m'intéressent, je me demande comment les États régulent les chaînes de valeur extractives et les multinationales extractives et quels sont les mécanismes qui peuvent limiter l'effet de politique économique extraterritoriale, donc qui cherchent à réguler quelque chose à l'étranger. On accueille également Cédric Chambru. Bonjour Cédric. Bonjour. Maître de conférences en sciences économiques ici à Lyon, à l'École normale supérieure. Même exercice, vos domaines de recherche. Donc moi, je m'intéresse particulièrement à l'histoire économique et notamment aux facteurs et aux déterminants de la croissance économique sur la longue durée. Et donc tout un pan de mes recherches porte notamment sur la question de l'évolution des niveaux de vie et des facteurs explicatifs des conflits sociaux, en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle. La perspective historique. À vos côtés, Mathieu Coutenier. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et tous. Moi je suis professeur à l'ENS de Lyon et je travaille sur à la fois la compréhension des déterminants et des conséquences des conflits civils et un autre pan de ma recherche sur la question des ressources naturelles et sur le rôle sur le développement économique local. Vous êtes le directeur du CERGIC. J'ai tendance à l'oublier, oui. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, CERGIC ? C'est le Center for Economic Research on Governance, Inequality and Conflict. Donc, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Et bonjour enfin, à l'autre bout de cette tribune, à Mathias Tenig. Bonjour Mathias. Bonjour à toutes et à tous. Je suis professeur de macroéconomie à l'Université de Lausanne en Suisse. Et ma recherche porte sur des questions d'économie internationale et de conflits armés, notamment. Et la question de savoir comment les pays utilisent les interdépendances économiques et commerciales pour extraire des concessions géopolitiques et gagner en pouvoir d'influence diplomatique. Donc c'est un domaine qu'on appelle la géoéconomie. Et mes travaux et mon expertise ont été sollicités par différentes organisations internationales et agences de développement, dont la Banque mondiale historiquement. Voilà, donc vous voyez un plateau extrêmement complémentaire pour traiter ce sujet de la bataille pour les ressources naturelles. Alors, allons-y d'abord avec vous pour commencer, Cédric Chambru. D'abord une perspective historique pour bien comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, cette dynamique d'extraction, de recherche de ressources naturelles. Ça date notamment de l'époque moderne, de ce XVIe, de ce XVIIe siècle, de cette époque coloniale. En effet, donc la question de l'accès aux ressources naturelles et à son contrôle est souvent plus ancienne qu'on peut le penser au premier abord.
Donc notamment, si on s'intéresse aux puissances européennes, on peut observer que dès le XVe siècle, en fait, donc même plus tôt que ce qui vient d'être dit, on observe des luttes entre les puissances européennes pour contrôler ce qu'on appelle la route aux épices, qui va notamment donner l'accès au poivre. Et c'est en partie pour contourner, par exemple, la mainmise vénitienne sur la route méditerranéenne qui permettait d'accéder aux épices que les puissances ibériques, donc notamment l'Espagne, le Portugal, vont continuer d'explorer les côtes africaines, notamment subsahariennes, également pour rechercher de l'or, et aboutir par exemple à la découverte du Cap de Bonne-Espérance à la fin du XVe siècle, donc en 1488. C'est aussi ce qui va les pousser à explorer à l'ouest, donc notamment l'océan Atlantique, et qui, quelques décennies plus tard, va les conduire à introduire la culture de la canne à sucre, d'abord sur les îles Canaries, puis au Brésil, et ensuite dans les Caraïbes et les Antilles. Okay. Et cette question de la culture de la canne à sucre va être au cœur de très nombreux conflits entre les puissances européennes dans les décennies et les siècles qui suivent, puisque c'est une industrie très profitable. Et donc un exemple très concret, c'est la redistribution géopolitique qui a lieu à l'issue de la guerre de 7 ans, donc entre 1756 et 1763, où après la défaite de la France et de l'Espagne, les puissances britanniques vont réclamer un certain nombre d'îles, donc notamment Grenade, Trinité et Tobago, etc., qui vont leur permettre de devenir le premier producteur mondial de sucre. Et selon certains travaux d'historiens et d'historiennes, c'est un des facteurs qui permet d'expliquer l'essor important de l'industrialisation, donc qui va permettre de financer l'industrialisation, le développement industriel de la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. Donc à l'époque, on était plutôt dans des conflits entre les puissances coloniales, c'est ça que vous nous dites? On a effectivement des conflits assez importants entre les États, ouais, entre les États pour contrôler cet accès. Donc pas au niveau local comme on va le voir tout à l'heure. Oui. C'est cela. C'est cela. Et donc un des aspects extrêmement importants de cette mise en place de la culture du sucre va être le type d'exploitation qu'elle met en place, qui requiert une main-d'œuvre extrêmement importante, à la fois pour la culture des champs, mais aussi pour son raffinage. Et donc cette main-d'œuvre, les puissances européennes vont notamment les trouver donc, dans les esclaves, qui vont faire venir par dizaines de milliers depuis les côtes d'Afrique subsaharienne, avec les conséquences qu'on le connaît et dont on va probablement parler dans les minutes qui suivent. Et peut-être un deuxième exemple pour continuer un petit peu cette discussion, cette perspective historique qui s'inscrit dans la même logique, c'est celle du caoutchouc. Donc ici, on va se déplacer dans le temps et s'inscrire plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, donc lors de la mise en place des seconds empires coloniaux, où à nouveau on voit une lutte, une course de vitesse entre les batailles européennes pour prendre le contrôle des zones de production du caoutchouc, donc, dont on sait avoir de nombreuses applications industrielles depuis 1839, avec le processus de vulcanisation par Goodyear. Et donc ici un exemple très concret, la France, dès sa prise de contrôle de la Cochinchine en 1862, donc du Vietnam, va introduire la culture d'EVA, donc qui n'est pas naturelle au Vietnam, pour essayer de développer une production autonome de caoutchouc, avec un certain succès. Et ensuite, on va retrouver les mêmes schémas, notamment au Cameroun ou au Congo, donc au Congo belge, exemple bien connu d'exploitation de ressources naturelles dont tous les profits seront redirigés vers le continent européen. L'actuelle République démocratique du Congo, dont on parlera aussi dans quelques minutes. La transition est parfaite, Mathias Tönig. Cette époque de l'esclavage, du commerce triangulaire, une époque centrale effectivement dans cette bataille pour les ressources naturelles. Absolument. Donc on peut interpréter à travers les lentilles, si vous voulez, de l'économie, le commerce triangulaire et notamment l'esclavage comme l'extraction de ressources qui est issue du capital humain. Voilà. Et effectivement, on a parlé du sucre, donc l'alimentaire, du caoutchouc plutôt industriel, et puis aussi effectivement cette ressource humaine. La ressource humaine. Donc je vais y revenir dans un instant. C'est effectivement, lorsqu'on parle des batailles autour des ressources naturelles, il y a peut-être un biais rétrospectif, c'est-à-dire on pense immédiatement au temps moderne, à partir du XVIe siècle, XVe siècle, ou du moins XVIe siècle, le processus de la colonisation
colonisation et l'esclavage. Bon, en fait, une question un peu assez importante est de savoir si ces batailles autour des ressources naturelles, l'extraction, le pillage est inhérent à la construction du système capitaliste et à l'émergence des économies modernes ou les précède. Et notre biais rétrospectif nous fait penser qu'effectivement tout débute au XVIe siècle. Mais si vous regardez sur une perspective de très long terme de l'histoire de l'humanité, il y a des indications très fortes, des épisodes qui montrent qu'en fait, ces batailles autour des ressources naturelles sont très anciennes. Vraisemblablement, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, elles étaient rares et la densité humaine était faible et l'accès aux ressources alimentaires notamment n'était pas contraignante pour les sociétés humaines. Et tout change avec la révolution majeure, vous savez, pour l'humanité, qui prend place il y a 7000, 8000 ans, d'abord dans le croissant fertile, c'est-à-dire dans le Levant, l'est de la Méditerranée, et puis peu à peu diffuse territorialement, spatialement. C'est la révolution agricole, c'est l'invention de l'agriculture. Vous savez, c'est une révolution technologique majeure, ça change la destinée des sociétés humaines. Et pour ce qui nous concerne, l'arrivée de l'agriculture, en fait, va avoir pour impact de sédentariser les sociétés humaines et de permettre de développer du surplus agricole. Et dès lors que vous avez du surplus agricole, vous avez des stocks de grains, et ça, c'est une incitation au pillage. Et donc, les premières batailles pour les ressources commencent par des raids sur les stocks alimentaires de vos voisins, qui sont vos voisins jusqu'à présent, de voisins plutôt sympas, et puis vous allez commencer à créer des narratifs pour expliquer que vous avez des bonnes raisons d'aller les piller. Donc c'est pas la pénurie qui provoque le conflit, là, mais plutôt l'abondance de biens. Alors, excellente question, Bruno. En fait... Spontanément, c'est ce qu'on a envie de se dire. Mais les deux concepts sont très liés. C'est-à-dire les sociétés humaines, jusqu'à aux révolutions industrielles, sont dans ce qu'on appelle un régime malthusien, qui est un régime de stagnation des conditions de vie. Et pourquoi ? Parce que tout gain, toute révolution technologique, toute amélioration des moyens de transport, des moyens de commerciaux, des institutions pour autoriser le commerce entre les territoires, donc tous ces gains de productivité qui vont sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, améliorer les conditions de vie au niveau individuel. Vous améliorez la productivité agricole, donc simplement les gens ont plus à manger, donc ont un apport calorique, énergétique supérieur, et donc se développent. Mais en fait, la malédiction malthusienne, c'est que ça va se traduire par une augmentation de la démographie. Et donc, sur 50 ans, 100 ans, 150 ans, la démographie, la natalité va s'améliorer et donc les gains de productivité vont être absorbés par l'augmentation de la population. Si bien que le revenu par tête ou l'apport énergétique, ce qu'aiment bien regarder les historiens, parce que vous pouvez, en regardant la taille de vos squelettes, vous pouvez en inférer l'apport énergétique quotidien, et bien l'apport énergétique quotidien par individu, en fait, revient à son niveau de subsistance de très long terme. Et donc, en fait, les sociétés humaines, jusqu'au XIXe siècle, se sont battues avec justement les contraintes. Les ressources étaient rares. Et pourquoi ? Parce que vous étiez... L'essentiel de votre production, de votre fonction de production, comme aiment bien dire les économistes, en fait, était basé sur l'accès à des terres fertiles, et ces terres fertiles étaient rares. Bon. Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette époque coloniale, avec les colonies européennes, et puis il y a peut-être un comparatif à faire entre la colonisation française en Afrique et en Asie, et la colonisation britannique aux Indes. Oui, donc je vais être plus court, Bruno, je le promets. Donc effectivement, c'est question importante qui a valu le prix. Les éléments de réponse ont valu le prix Nobel. Il y a un an d'économie à Daron Acemoglu, Jim Robinson et leur collègue Simon Johnson. Quel est le legs de long terme de la colonisation sur le développement humain ? Et en fait, il montre que c'est un legs contrasté. Il y a eu deux grandes catégories de colonisation. Les colonies dites extractives et les colonies dites inclusives. Alors, les premières ont été observées dans des zones où, en fait, les conditions locales étaient très peu favorables à
la colonisation, c'est-à-dire l'arrivée de populations européennes qui se seraient installées de manière permanente. Donc des conditions défavorables, notamment liées aux pathogènes, à la malaria, à la fièvre jaune. Donc, par exemple, quelle zone du monde? Alors, il y a un formidable livre de Joseph Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres, qui explique la colonisation au Congo belge. Si mes souvenirs sont beaux, c'est le Congo belge. Et voilà, donc toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc ce que faisaient les puissances coloniales, la France, elle envoyait des troupes de marine, des troupes coloniales. La moitié des régiments mouraient au bout de 6 mois. Et évidemment, très peu d'Européens souhaitaient s'installer dans ces zones-là. Et donc le régime qui a été mis en place a été un régime extractif, c'est-à-dire les colons s'appuyaient sur des souverains, des chefs de guerre locaux et exigeaient de la taxe. Donc c'était de la taxe extractive ici. Donc a contrario, dans les zones plus favorables à l'installation des colons européens, donc l'Amérique du Nord en est un bon exemple, c'est des colonies inclusives qui ont été mises, avec des institutions qui ont permis le respect des droits de propriété pour permettre le développement économique local de ces colons européens qui sont venus s'installer. Les Indes britanniques? Alors les Indes britanniques, c'est un bon point parce que c'est effectivement l'extraction là a eu lieu, un jeu plus subtil où en fait la couronne britannique forçait le commerce, les flux de commerce avec l'Inde en forçant les Indiens à exporter en fait des matériaux très peu transformés. Ces matériaux étaient ensuite manufacturés en Grande-Bretagne, pardon. Donc on était là, c'est le 19e siècle. Pour faire du textile et étaient revendus en Inde. Donc c'était une forme d'extraction plus subtile qui était en fait un jeu, ce qu'on réobserve aujourd'hui dans les années 2020, un jeu où on forçait la dépendance commerciale des Indes pour en extraire en fait des concessions. Voilà. Donc le lait de long terme, et je termine là-dessus, de ces colonies extractives, et c'est ce qu'ont montré ces 3 économistes, c'est qu'en fait les mauvaises institutions, et on reviendra à la question des institutions aujourd'hui, les mauvaises institutions, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas favorables aux dynamiques économiques, au respect des droits de propriété, ont été mises en place dans ces colonies extractives. Et après les indépendances des années 50 et des années 1960, eh bien, en fait, les anciennes colonies ont gardé le setup institutionnel hérité des puissances coloniales. Et donc, ce sont des institutions qui perdurent, qui ont un effet de persistance. Et vous pouvez expliquer une grande partie du différentiel de développement dans l'échantillon des anciennes colonies européennes par le type d'institutions qu'elles ont reçues, avec d'un côté l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, qui ont reçu le bon jeu d'institutions et qui ont eu un développement économique remarquable, et d'un autre côté, toutes ces anciennes colonies extractives, notamment d'Afrique subsaharienne, qui ont reçu les mauvaises institutions et ces mauvaises institutions continuant à péjorer la performance économique de ces pays. Et bien voilà, après avoir donc ce contexte historique extrêmement instructif pour comprendre notre monde d'aujourd'hui, on se rapproche de notre monde actuel avec vous, Mathieu Coutenier, et les enjeux de développement actuels, justement dans ces pays où les institutions ont sans doute mal joué leur rôle, puisqu'au niveau local, aujourd'hui, cette bataille pour les ressources naturelles provoque des conflits extrêmement violents. Oui, tout à fait. Je pense que mon propos va s'inscrire énormément dans ce qui a été dit par mes 2 collègues et notamment Mathias. Je pense qu'il y a un point important à comprendre dès lors qu'on réfléchit à cette question du lien sur les ressources naturelles et du coup les batailles qui peuvent en découler, c'est que les ressources naturelles, que ce soit les minerais, que ce soit les biens agricoles, et notamment sur les minerais aujourd'hui, et on y reviendra je pense un petit peu plus tard lors de la conférence, c'est des biens qui sont spécifiques et qui notamment ont une valeur intrinsèque qui est extrêmement importante. Donc il y a une concentration spatiale, une concentration dans certains pays, mais ça a une valeur intrinsèque qui est extrêmement importante. Et ça a des enjeux qui vont être très forts en termes de développement économique. Et une des premières raisons, c'est que comme ça a une valeur finalement intrinsèque très importante, ça va jouer par certains aspects un effet ça va attirer
je dirais, des populations, ça va attirer des groupes, que ce soit des groupes armés ou que ce soit aussi des industries pour l'extraction de ces minerais. Et donc, tout l'enjeu ici, c'est de comprendre qu'il y a des territoires qui vont gagner en valeur. Et donc, dès lors qu'on a des territoires qui gagnent en valeur, il y a plusieurs questions qui en découlent. Il va y avoir déjà la première question de la redistribution de cette rente, la redistribution de cette rente minière. Comment est-ce que finalement le plus grand nombre d'individus vont pouvoir tirer profit de cette rente. Ça va créer aussi du coup des inégalités géographiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des pays où on va avoir des régions riches en minerais, riches en ressources naturelles, et d'autres régions dans ces pays où du coup il y a une absence de minerais, donc ça peut créer des inégalités fortes. Et donc on a tout un champ de la recherche académique ces 20-30 dernières années qui s'est vraiment essayé d'identifier quels étaient finalement ces effets redistributifs, ou dans de nombreux cas, l'absence de redistribution. Et donc là, on en revient à la question de la qualité des institutions, et avec des enseignements assez clairs sur le fait qu'au moment des découvertes, dès lors, et de l'extraction de ces minerais, si les institutions sont, je dirais, relativement saines, de bonne qualité, on va avoir des effets plutôt positifs de la présence de ressources naturelles sur le développement économique local, sur l'inclusion sociale, sur l'inclusion de toutes les parties prenantes dans ces régions. Et à contrario, dans les zones, dans les pays où on a des institutions défaillantes, et Mathias a détaillé un petit peu les raisons, on va avoir des inégalités qui vont se créer, de la corruption, du clientélisme, et là, on va avoir un foyer propice à la violence. C'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. On y reviendra peut-être un peu plus en détail. On a déjà des questions qui nous parviennent sur tout ce qui vient d'être dit. On va y répondre dans quelques instants. Je voudrais d'abord donner la parole à Ninon Moreau-Cassler. Voilà, quand il y a un déficit d'institutions sur place, il peut tout de même y avoir de la régulation, qui peut se faire à distance d'ailleurs. Quel bilan on peut faire de ces tentatives de régulation de l'extraction et de cette bataille pour les ressources naturelles? Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle de phénomènes qui sont internationaux, où on a une multiplicité des acteurs. Donc on a les mineurs artisanaux, on a les multinationales qui extraient et qui exportent ensuite, et des chaînes de valeur qui sont sur de multiples territoires. Et on va avoir donc les états d'extraction qui vont vouloir réguler, mais aussi les états de consommation. Et en fait, ces états, ils sont limités à leur juridiction territoriale, et c'est toute la tension que ça va créer en fait, pour la régulation de ces chaînes de valeur et de ces multinationales extractives. Donc pourquoi les États veulent réguler? Une première forme de régulation, ça peut être tout d'abord la politique commerciale, donc avoir accès à ces ressources. Une deuxième raison, c'est limiter les conflits, effectivement, comme on vient d'en parler. Donc là, les états d'extraction parfois sont défaillants, et effectivement, en termes d'institutions et de capacité de régulation. Donc on va avoir des états de consommation plutôt qui vont se substituer et essayer de limiter les conflits. Ensuite, une autre raison pour laquelle on peut vouloir réguler ce secteur, c'est, et on va en parler après, les externalités environnementales, donc l'effet de ces secteurs sur l'environnement. On peut vouloir réguler les émissions carbone, les impacts locaux, etc. Et là, on est tous en fait impactés par l'effet de ces secteurs, quand on parle par exemple du carbone. Et enfin, en l'occurrence par le biais de la taxation. Oui, tout à fait. Et c'est mon dernier point. Du coup, il y a le rôle de la fiscalité qui va soit permettre de remplir ses précédents objectifs, soit qui va être un objectif en soi, comme l'a dit Mathieu, par exemple, pour redistribuer la rente minière. Et là, on va avoir des États qui vont plus ou moins coopérer, parfois être en compétition fiscale pour essayer d'attirer l'investissement des multinationales extractives, etc. Voilà. Et enfin, un dernier point, c'est que les États peuvent aussi utiliser leur capacité coercitive et leur capacité réglementaire à des fins d'objectifs stratégiques, donc comme Mathias le disait dans son introduction, avec des objectifs géopolitiques en tête. Par exemple, Donald Trump, en ce moment, dans plusieurs pays du monde, l'Ukraine et la RDC encore. Rapidement, quelques questions, on peut y répondre rapidement. Peut-on dire que les Français ont été mauvais avec leurs colonies par rapport aux Britanniques, avec des institutions
plus robuste du côté britannique. Pour Mathias, ça? Écoutez, c'est vraiment une question très 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 chargée politiquement. À double titre. La Suisse est un pays neutre, n'est-ce pas? Voilà, Mathias? exactement. Merci. Donc, moi, je suis là pour les bons offices, hein, faire que les choses se passent bien, mais elle est doublement chargée parce que non seulement c'est une comparaison France-Grande-Bretagne, donc on sait bien que c'est toujours un peu compliqué de le faire, notamment quand on est en France, et ensuite ça parle de la colonisation. Alors plus concrètement, il y a eu une manière de répondre, vous voyez, à ces questions. Il y a eu plein de colonies différentes, à la fois dans l'Empire britannique et dans l'Empire colonial français. Et donc une manière de toujours une approche peut-être, laissez-moi faire un point méthodologique, c'est-à-dire non mais je dois aller vite. C'est ça. Je dois aller vite. Donc une manière de dépassionner ce genre de questions, c'est de faire de l'analyse sur des données en fait, quantitatives. Donc ça vous permet d'éviter d'aller chercher l'étude de cas et on va vous accuser d'avoir choisi cet exemple parce qu'en fait vous avez un agenda politique caché. Donc les économistes du développement, notamment les macroéconomistes du développement, aiment bien constituer des bases de données sur le long terme, étudient la performance économique des pays en regardant la croissance du PIB par tête sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Et puis ensuite, corrèle ça avec le type d'institutions et de type de puissances coloniales qui les ont colonisées. Et notamment, il y a toute une littérature sur l'effet du système juridique. Vous savez, une grande différence entre les institutions britanniques et françaises, c'est le système juridique qui a été, s'appelle Civil Law versus Common Law. Civil Law, c'est plutôt les Français, et Common Law, c'est plutôt les Britanniques. Et donc, vous pouvez juste corréler, hein, voir si la performance économique de long terme, est-ce qu'elle est plutôt poussée négativement ou positivement par un type de système juridique versus l'autre. Et bon, voilà. Je vous laisse regarder les résultats. Voilà. N'allons pas plus loin. Mathias, vous allez garder le micro parce qu'on va avancer dans notre discussion. On parlait effectivement des résultats au niveau local de cette extraction, parfois d'effets bénéfiques et puis parfois d'effets très négatifs. On parle assez souvent dans ce domaine de ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Quels enseignements on peut en tirer au regard de notre actualité? Parce que voilà, la malédiction, on en parle depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est une régularité empirique, là aussi, donc ça me permet d'enchaîner avec ce que je viens de dire, qui a été établi sur des échantillons de pays, hein, même sur l'ensemble des pays dans le monde. Vous avez grosso modo 200 pays, et vous construisez des indicateurs de performance économique. Donc, vous savez, le principal, c'est regarder le PIB, le produit intérieur brut, que vous divisez par la taille de la population, c'est le PIB par tête. Ça vous donne un niveau moyen de revenus en termes réels, hein, donc de capacité d'achat de biens et services, d'acquisition de biens et de services par individu dans votre économie. Puis vous regardez l'évolution au cours du temps de ce PIB par tête. Ça va vous donner une indication de performance en termes de biens matériels, hein, d'accès aux biens matériels de votre économie. Et puis vous pouvez corréler ça avec le système juridique, comme je viens de le dire, mais aussi avec le fait que ce pays est riche en ressources naturelles, en termes de ressources minières, gaz, pétrole, accès à l'eau. Hein, pour certains pays, c'est une vraie ressource. Et en fait, il y a déjà 25 ans, même 30 ans que c'est fait de manière statistique. La corrélation, elle est plutôt négative. C'est-à-dire les pays qui sont abondants en ressources naturelles tendent à avoir une performance économique bien inférieure aux pays qui sont moins abondants en ressources naturelles. Venant de Suisse, c'est un bon exemple. Voilà. Quand vous dites performance économique, c'est le PIB global ou est-ce que c'est la répartition des bénéfices liés à ces ressources, les inégalités qui sont provoquées? Super question. Donc je pense qu'on va y revenir à la question. Ninon parlait de la taxation. Là, je parle du niveau moyen du PIB par tête. Donc c'est-à-dire,
voilà, d'un individu fictif moyen, et ensuite on peut parler des inégalités. Mais là, pour l'instant, c'est effectivement, vous avez raison de le préciser, la performance, c'est la croissance de vos économies. Donc voilà, ça performe moins bien lorsqu'il y a... mais pas tous les pays. Et donc, en fait, qu'est-ce qui peut expliquer que certains pays deviennent le Congo, et donc avec un taux de croissance, voire négatif, une régression de la prospérité, et pourquoi certains pays deviennent la Norvège, qui a su vraiment tirer profit de ses ressources pétrolières. Ou le Botswana, là, actuellement, avec ses diamants, par exemple. Ou le Botswana, voilà. Qui semble en bénéficier d'un point de vue macroéconomique. Donc, le Botswana est un remarquable cas d'étude qui vient illustrer justement le rôle crucial des institutions. C'est comment cette rente extractive va être répartie à travers les différentes strates sociales de votre société. Donc ça, c'est la Norvège, qui a un bel exemple. La Norvège a créé un fonds souverain il y a une 50aine d'années. C'est le plus grand fonds souverain au monde. Donc une partie de la rente extractive, une grosse partie de la rente extractive, est investie dans ce fonds souverain et donc va profiter à l'ensemble de la population norvégienne. Je crois que l'ordre de grandeur que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, chaque Norvégien à travers ce fonds souverain, en fait, a une richesse de 1 million d'euros ou de dollars. Voilà. Donc, oui. Mais ça reste investi sous le fonds souverain. Ça va permettre aux générations actuelles en Norvège, mais surtout aux générations futures, lorsque la manne extractive pétrolière, les champs de pétrole se seront taris en mer du Nord et en mer de Norvège, ça permettra aux générations futures de profiter de ça. Donc voilà. Non, super. Botswana, c'est un autre exemple d'institution. Là, c'est une rocade d'accès à la rente extractive à travers les groupes ethniques. Et on y reviendra, la dimension ethnique et les tensions ethniques sont magnifiées lorsqu'il y a l'extraction. Je crois qu'il y a un mot essentiel qui a été prononcé, là, c'est le mot souverain. Bon, la souveraineté absolument centrale dans la gestion des ressources naturelles, dans le ressenti des pays qui possèdent ces ressources naturelles. Justement, Mathieu Coutenier, on va aller sur cette question de la dépendance aux ressources et des liens avec les violences armées. Aujourd'hui, il y a malheureusement, et c'est souvent en Afrique, pas mal d'illustrations de cette problématique. Oui, tout à fait. Alors, un point, c'est on parle souvent de fatalité, et je pense que c'est important de souligner qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas un lien automatique. Je pense que Mathias l'a déjà précisé sur. Il y a des conditions initiales, institutionnelles, politiques, ethniques, de tensions potentiellement initiales, qui peuvent de fait conditionner ces effets-là. Ce qui est, je dirais, assez intéressant avec la question de ces ressources, et notamment la question des minerais, à nouveau parce qu'elles sont très concentrées spatialement, c'est qu'il y a finalement différents mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi ça peut être un déterminant important de la violence. Et il y a différents mécanismes. L'un des premiers, je le mentionnais tout à l'heure, c'est une valeur intrinsèque extrêmement importante, et donc du coup des groupes armés dont les motivations sont parfois orthogonales à l'extraction de cette ressource peuvent avoir un intérêt stratégique pour financer finalement leur activité, de venir essayer de contrôler ces zones qui sont riches en ressources. Donc pourquoi on va trouver de la violence? C'est parce qu'en fait ces groupes armés vont avoir un intérêt économique à venir contrôler ces zones. Une autre raison qui peut être mentionnée sur pourquoi ces zones finalement sont riches en minerais, notamment sont fertiles en conflit, ça peut être aussi parce qu'on va avoir, parce que c'est une activité, et ça a été mentionné tout à l'heure par Ninon, qui peut être aussi polluante, qui peut venir détériorer l'environnement socio-économique potentiellement de ces régions-là. Ça peut créer également une forme chez les populations qui sont ancestralement sur ces terres-là, un sentiment de frustration extrêmement important parce qu'ils sont potentiellement expropriés de ces terres ancestrales, parce qu'ils vont être aussi, je dirais, ils ne vont pas avoir accès à cette ressource. Donc on en revient à la question de la redistribution. Et dès lors que vous créez cette frustration, c'est aussi un terreau fertile pour ces groupes armés, pour venir recruter les individus, pour participer en fait à leur action violente. Donc ça, c'est des motivations qui sont, on a à la fois des cas historiques, on a des statistiques, on a un certain nombre d'articles scientifiques qui démontrent en fait effectivement que ce lien-là. Et il y a aussi une autre raison qui est importante, c'est
du coup, finalement, ces groupes armés, et ce qui explique cette bataille, c'est que ils vont aussi essayer de taxer finalement les populations qui sont autour de ces ressources minières. Donc, quand on parle effectivement de ces groupes qui se financent sur ces activités minières, il faut le concevoir qu'il y a différents fonctionnement finalement et différentes méthodes de taxation. Une première, ça peut être de taxer directement les populations, ça peut être aussi de taxer en fait les entreprises qui s'occupent de l'extraction. Voilà. Mais ça, je dirais, c'est ce qui peut expliquer pourquoi on observe plus de violence dans les zones minières. Mais il faut aussi réaliser, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, s'il y a une redistribution de la rente qui se fait de manière, je dirais, plus naturelle, plus sensée, on peut éviter ce lien en fait, entre la ressource et la violence à un niveau local. Alors pour éviter ce lien entre la ressource et la violence, Ninon Moreau-Cassler, le devoir de vigilance, est-ce qu'il peut, au niveau des entreprises, permettre de limiter les conflits? Les entreprises sont tout de même de plus en plus surveillées quand elles agissent sur ces terrains. Tout à fait. Et le devoir de vigilance, c'est une politique qui se diffuse de plus en plus. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? En fait, le problème, c'est que souvent les États dans lesquels les conflits arrivent manquent de capacité de limiter ces conflits, de les réguler, de les empêcher. Et du coup, on va avoir en fait les États plus des consommateurs où sont localisées les entreprises qui consomment en fait ces ressources, ces minerais, qui vont se substituer et eux essayer de réguler et de limiter les conflits. Donc le devoir de vigilance, c'est en fait par exemple en Europe, là on a une régulation qui est en train de passer et d'être designée, c'est en fait on va obliger les grandes entreprises européennes à vérifier tous leurs sous-traitants à qui elles achètent directement ou indirectement des minerais ou des métaux et de vérifier que ces métaux ne sont pas liés ensuite à des conséquences négatives autour du lieu d'extraction. Donc par exemple à de la violence ou des conflits. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a un effet? Est-ce que ça fonctionne? On a peu de perspectives historiques pour l'instant. Le seul exemple qu'on a aujourd'hui, c'est le Dodd-Frank Act, Conflict Mineral Rule. C'est une régulation américaine qui a eu lieu, qui a été mise en place en 2010. Et ce qu'on observe, en fait, donc c'est une régulation qui porte sur certains minerais en particulier, et notamment sur la RDC. Donc sur 3 minerais qui sont extraits en RDC, qui sont extrêmement liés en fait aux conflits locaux. Et en fait, ça oblige les entreprises américaines donc à faire ce que je vous disais, à vérifier leurs sous-traitants, est-ce que ceux-ci sont liés à des conflits en RDC, etc. Ce qu'on observe d'abord, c'est qu'il y a une grosse réaction des marchés internationaux à cette régulation, même si elle est peu contraignante pour les entreprises. Donc ça nous dit quand même que quand on est un gros marché comme les États-Unis, on peut avoir un effet comme ça sur la demande pour ces minerais de conflit. Mais par contre, localement, on peut être un peu plus pessimiste ou mitigé sur l'effet du Dodd-Frank Act. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu beaucoup d'évitement de cette régulation. En fait, si vous voulez, la RDC a arrêté d'exporter ses minerais vers des partenaires commerciaux classiques et s'est mis en fait à exporter ces minerais vers des territoires extrêmement opaques pour éviter la transparence mise en place par le devoir de vigilance. Par ailleurs, sur place, en fait, les groupes armés comme les mineurs artisanaux ont en fait eu un choc de revenus extrêmement fort et négatif, parce que du coup, plus personne ne voulait acheter de minerais de RDC. Et en fait, c'est assez ambivalent sur la manière dont ça a pu impacter les conflits locaux. Donc, ce qu'on observe, c'est même qu'il y a eu plutôt une augmentation de la violence après en RDC. Ça nous dit ça, qu'en fait, ces politiques de devoir de vigilance, peut-être qu'elles ne peuvent pas se faire toutes seules, mais qu'il faut quand même des politiques complémentaires localement pour aider en fait les mineurs artisanaux à se relocaliser dans le secteur qui serait pas lié au conflit en fait. Alors on va poser quelques questions qui nous parviennent ici, réponse toujours aussi rapide s'il vous plaît. Question simple, hein, pourquoi chaque pays riche en ressources naturelles ne peut pas mettre en place un fonds souverain comme le fait la Norvège? Ça a l'air facile en Norvège apparemment. On a du pétrole et on redistribue. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut, voilà, si vous êtes une démocratie, il faut que ça soit souhaité par la population. Parce qu'il y a moins de corruption, parce qu'il y a moins d'acteurs intermédiaires, peut-être?
Dans une démocratie en Norvège, en l'occurrence? Je ne connais pas l'historique de la... Mais si vous avez l'occasion un jour d'aller à Stavanger, une magnifique ville au sud-ouest de la Norvège, c'est le cœur de l'industrie pétrolière norvégienne. Il y a un musée du pétrole, et la moitié du musée du pétrole est dédié à justement expliquer pourquoi ce fonds souverain a été mis en place, que ça profiterait, etc. Donc il y a aussi des normes culturelles qui facilitent ce genre de choses. Voilà, la Banque mondiale, par exemple, a historiquement accompagné, par exemple pour le Tchad, a mis des conditionnalités à l'octroi de crédits au Tchad, à ce que la rente extractive au Tchad soit régulée, soit de manière à profiter à l'ensemble de la population. Et les autorités tchadiennes ont ont eu historiquement beaucoup de réticence à mettre en place ces conditionnalités. Ça nous ramène effectivement à l'histoire et à la relation entre pays du Nord et pays du Sud. Une question peut-être pour Cédric Chambru. Dans quelle catégorie des anciennes colonies doit rentrer l'Amérique latine? Est-ce que c'est une colonie a priori inclusive, mais qui pourtant semble avoir des institutions semblables à celles d'une colonie extractive? C'est une question qui nous est posée. C'est effectivement une bonne question, puisque ici on va s'intéresser aux empires hispanophones plutôt qu'à la France ou à l'Angleterre. Donc par les dynamiques de peuplement, elles se rattachent effectivement plutôt au type de colonie qu'on pourrait observer en Amérique du Nord, mais par les institutions qui sont mises en place, notamment à cause des ressources naturelles qui sont présentes, en particulier l'argent. On a un système plutôt extractif qui est mis en place, et notamment un système extractif qui est mis en place assez rapidement à cause de la chute très forte de la population locale, qui va rendre plus compliqué l'extraction de ressources minières mais aussi agricoles, qui va contribuer à la mise en place de ce commerce triangulaire dont parlait Mathias, où on va faire venir des esclaves pour pouvoir extraire de la ressource, et donc on va se retrouver plutôt du côté négatif des effets de peuplement ou des dynamiques de peuplement coloniaux. Donc l'Amérique latine a un autre cas particulier, un mix entre les deux, on pourrait dire, et c'est d'actualité puisque la COP30 a lieu en ce moment au Brésil, et on y parle évidemment de cette quête de ressources, la ressource pétrolière. Le Brésil est un pays pétrolier, et le Brésil est aussi un pays forestier, on le sait bien. Une question peut-être pour Mathieu Coutenier. Dans quelle mesure est-il vrai que les groupes armés, notamment en République démocratique du Congo, se forment avant tout pour protéger leur village, protéger leur territoire d'autres groupes armés? Très belle question. Alors, effectivement... Il y a des logiques de territoire aussi, au-delà de l'accès aux ressources. Non, je pense que je crois que c'est Antonio Guterres qui affirmait qu'il y avait grosso modo 3/4 des conflits armés en Afrique depuis le début des années 90 qui se finançaient partiellement sur les ressources naturelles. Donc il y a quand même un lien assez clair, et on pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, effectivement, on observe des conflits, et notamment des conflits en Afrique, pas uniquement parce qu'il y a des ressources naturelles. Donc la question du territoire, la question de la protection du territoire est effectivement quelque chose qui est important. On y reviendra aussi, je pense que là on a parlé de ressources naturelles, notamment sous le prisme des minerais. Mais les ressources naturelles, c'est aussi des ressources agricoles, c'est aussi la question de est-ce que des terres peuvent être fertiles ou infertiles. Et ça nous amène aussi du coup à la question du changement climatique et à la question aussi de l'eau. Je ne sais plus si c'est Ninon ou Mathias qui parlait de l'eau. Et donc il y a aussi une autre ressource, et on a un certain nombre aussi de travaux et d'évidences sur le fait que cette ressource naturelle, qui est différente de celle des minerais, ça explique aussi une partie de la violence. Et du coup, si je peux mentionner un travail qu'on vient juste de finir avec une brillante doctorante de l'ENS, Lucille Logerette, on arrive à montrer que sur les 20 dernières années, avec le changement climatique en Afrique, les zones en Afrique qui sont abondantes en eau sur les sous-sols
en comparaison du début des années 2000, sont 15 à 20% plus violentes à la fin de la période qu'au début de la période. Donc on voit bien que là aussi, hein, le changement climatique explique une partie de la dynamique de violence autour d'une ressource naturelle qui n'est pas ici les minerais, mais qui est l'accès à l'eau. Donc pour revenir à la question, que je n'ai pas complètement répondu, oui, il y a d'autres déterminants de la formation de ces groupes et de la protection en fait, de certaines zones. Autre question, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Le PIB par habitant est-il si représentatif que cela? Ça renvoie à la question qu'on posait tout à l'heure. Alors, magnifique question. Typiquement, lorsqu'on enseigne la macroéconomie de long terme, ce que je fais en bachelor, eh bien, on commence à discuter de la validité de ces indicateurs dans la séance introductive du cours. Alors, pour avoir une réponse courte, c'est le format qu'il exige. En fait, le PIB par tête est une mesure effectivement unidimensionnelle de la prospérité matérielle d'une société. Ça marche. Ça fait aussi abstraction, comme Bruno le faisait remarquer tout à l'heure, de la distribution au sein de la population et des inégalités. Donc ça fait déjà abstraction de ça. Ensuite, c'est une dimension monodimensionnelle, donc c'est un index unidimensionnel, mais qui a la grande vertu d'être simple. Okay, donc ça vous permet, en termes opérationnels, lorsque vous regardez des données, corréler ça avec le type de colonie pour les Français, les Britanniques, etc., de faire des choses. Ensuite, ça corrèle très fortement avec des indicateurs plus multidimensionnels, d'autres facettes du développement humain. Hein, donc la mortalité infantile corrèle négativement avec le PIB par tête. L'accès, l'éducation, voilà, l'accès à l'éducation corrèle positivement avec le PIB par tête. Donc vous voyez, en regardant le PIB par tête, vous allez de manière indirecte aussi regarder ces autres facettes du développement humain. Et enfin, si vous regardez le bonheur, si vous dites finalement le bien-être, c'est aussi un bien-être psychologique, vous pouvez mettre en place des enquêtes sur le bonheur des gens. Hein, vous savez, l'économie du bonheur est un domaine très très actif en économie. Et vous pouvez donc dresser une carte mondiale du bonheur, hein, où les gens, vous leur posez simplement la question, est-ce que vous êtes heureux sur une échelle dite de Candril, de 1 à 10, est-ce que vous êtes heureux? On va faire un sondage là. Allez. Voilà. Allez, levez la main tous ceux qui se considèrent heureux. Allons-y. Allez. Voilà. Moi aussi. Allez. On va pas faire ceux qui sont malheureux, c'est pas la peine. Et donc, si je puis me permettre, le PIB, donc vous faites la carte mondiale du bonheur. Je ne vous donnerai pas le classement de la France en termes de bonheur par rapport aux autres pays européens. C'est pas la peine. On ne performe pas si bien que ça. Ni de la Suisse d'ailleurs. La Suisse, si, très haut, bonheur, très très haut. Mais ce n'est pas la question. Ça corrèle très fortement avec le PIB par tête. La carte du bonheur et la carte du PIB par tête, au niveau mondial, corrèlent très fortement. Mais maintenant, si vous regardez des trajectoires individuelles des ménages, ce que vous pouvez voir, c'est que les ménages, il y a une très belle étude qui est apparue il y a une vingtaine d'années là-dessus, qui montre que les ménages américains, jusqu'à 100 000, 120 000 dollars de revenus annuels, eh bien, quand ils gagnent davantage, leur déclaration de bonheur perçue augmente. Et à partir de 120 000 dollars, ça stagne. Voilà. Donc l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Voilà, on va refermer cette parenthèse. On va avancer dans notre discussion avec une question qui fâche un petit peu plus peut-être, celle des négociations qui existent entre les États et les entreprises, justement dans cette quête de ressources naturelles. Et ça amène Nino Moreau-Castler aussi à la question de flux financiers un peu moins licites que les autres. Oui, alors c'est une autre forme de conflictualité et comme plusieurs personnes l'ont mentionné déjà, en fait, une question très importante, effectivement, c'est le partage de ce qu'on appelle la rente minière ou extractive.
en fait, les revenus qu'on tire de ces ressources minières et extractives, ils varient énormément au cours du temps parce que les prix de ces ressources peuvent beaucoup varier. Et du coup, on peut avoir ce qui s'appelle des retombées des fois. Donc, c'est des revenus très importants qui ne sont pas forcément liés à la productivité des mines sur votre territoire, mais juste parce que le prix de cette ressource, cette année-là, est très important. Et ça, c'est la rente du coup que les États vont chercher à partager avec les entreprises qui font de l'extraction. Donc les États, ils ont trois solutions un peu. Donc soit on peut avoir un secteur extractif avec des mineurs artisanaux, soit ça peut être une entreprise publique, donc ce qu'on appelle les NOC beaucoup dans ce secteur, soit une multinationale, souvent, c'est elle qui domine en fait le volume de la production, qui va venir avec des capitaux donc pour pouvoir construire une mine parce que ça coûte très cher, ou un puits d'extraction, et aussi une connaissance en fait de comment extraire, ce que les États ou les acteurs locaux n'ont pas forcément. Ensuite, les États vont chercher à partager cette rente avec ces entreprises, et là, on va rentrer dans une négociation où en fait les États ont un pouvoir de négociation parce que souvent les ressources sont concentrées sur leur territoire, par exemple. Ils ont la capacité aussi potentiellement, et ça s'est vu beaucoup dans l'histoire, d'exproprier les entreprises s'ils ne sont pas contents de combien ils récupèrent de cette rente. Et les entreprises peuvent mettre en compétition les États potentiellement et obtenir des conditions plus favorables. Et à partir de là, du coup, de cette négociation, va sortir un système, une manière de taxer du coup cette rente qui va passer donc par le système fiscal habituel, mais par des instruments aussi très spécifiques comme des redevances ou royalties, des bonus ou des taxes spécifiques à ce secteur. Donc ça, c'est pour le partage légal de la rente et la tension qu'il peut y avoir ici. Mais malheureusement, des fois, on observe aussi des flux qui sont en dehors du cadre légal, parce qu'en fait, cette rente, elle peut créer des incitations à se l'approprier. Et là, on revient sur le problème des institutions qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, du coup, dans des pays qui ont des institutions de un peu plus mauvaise qualité, des fois, on peut observer en fait ce qu'on appelle des flux financiers illicites issus de cette rente, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des acteurs qui vont s'approprier par la corruption, par exemple, ou d'autres types de mécanismes, une partie de cette rente minière est extractive. Et ça, c'est quelque chose qui est montré par la recherche en économie. On observe en fait que dans ces années où il y a un boom, par exemple, du prix d'une certaine ressource qui est extraite dans un territoire, et ben en fait, on observe aussi un boom des dépôts bancaires dans des paradis fiscaux ou des territoires très opaques. Voilà. Et ça, c'est fortement lié à la qualité en fait des institutions du pays d'extraction. Voilà, il faut s'appuyer sur les chiffres. Une question intéressante pour vous, Cédric, dans une perspective historique, les risques d'extinction, d'épuisement des ressources naturelles accentuent-ils les conflits? Comment une économie se réorganise quand une ressource s'épuise? Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire où les ressources, que ce soit minières ou autres, se sont totalement épuisées? Alors, à ma connaissance, ou en tout cas sur les périodes et les zones géographiques que je connais le mieux, la majorité des ressources qui étaient au cœur de ces dynamiques de conflits concernaient le domaine agricole où la question de l'épuisement est peut-être un petit peu moins présente. Un cas, on va dire, qui serait à part par rapport à cette dynamique, c'est la question justement des mines d'argent en Amérique latine, notamment au Pérou, où justement suite à l'épuisement de certaines de ces mines d'argent au cours du XVIIIe siècle, on voit un désengagement des puissances coloniales, notamment donc de l'Espagne à cette époque-là, et où on va avoir justement un délaissement de ces zones sans tentative forcément de vouloir reconvertir, redynamiser ces zones à travers d'autres secteurs. Donc voilà, ce serait un petit peu mon avis. Mathias Teunig, un commentaire? Oui, lié à ça, laissez-moi vous donner un exemple suisse. Donc historiquement, les Suisses, vous savez, entre le 14e et le 19e siècle, 18e siècle, ont fourni des mercenaires à l'ensemble de l'Europe. Plus de 2 millions de Suisses, enfin ils n'étaient pas Suisses à l'époque, de confédérés, etc., sont partis faire la guerre ailleurs en Europe. Et la raison principale, c'est que dans les vallées alpines,
Vous savez, il y a eu ce petit âge glaciaire, un peu antérieur à cette période-là, et les ressources étaient très rares. Et donc voilà, comment vous gérez la chose? Vous demandez à vos jeunes d'aller se battre ailleurs. Alors, si possible, de revenir avec des richesses. Et puis, ma foi, s'ils ne reviennent pas parce qu'ils sont morts, c'est pas grave, ça vient réduire la pression sur les ressources localement dans votre vallée de Suisse centrale qui a envoyé ses mercenaires. Donc, voilà. Est-ce qu'il se passe ce qui se passe avec Mathieu avec le changement climatique aujourd'hui, qui épuise d'une certaine manière les ressources, hein, avec de la sécheresse qui épuise les ressources en eau, qui épuise la fertilité des sols? Est-ce que ça ne rentre pas là dans ce chapitre-là avec des flux migratoires provoqués par un épuisement des ressources? Oui, totalement. Je pense que l'exemple historique donné par Mathias sur la Suisse est un exemple qu'on retrouve en fait aujourd'hui. C'est la question migratoire, elle est au cœur de la question des ressources naturelles, elle est au cœur de cette bataille pour les ressources naturelles. On a un certain nombre de récits, on a un certain nombre de faits historiques sur ces flux migratoires. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à comprendre parce que le flux migratoire, il faut bien le comprendre comme des zones de départ. Et donc Mathias l'a évoqué sur ces vallées suisses, mais sur aussi des zones d'arrivée de ce flux migratoire. Donc on a généralement, on conçoit toujours le flux migratoire sur quel est l'effet que ça peut avoir sur les zones à destination, sur les instabilités potentiellement que peut avoir en fonction de la complémentarité du flux migratoire avec les populations. Mais je pense qu'il y a aussi cette question très importante sur cette question à la fois des ressources et du flux migratoire, des zones en fait de départ, parce que de fait, quand il y a un départ, ça signifie qu'il y a une modification dans les zones de départ de la migration, de la composition, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes potentiellement ethniques, religieuses, et aussi en termes de capital social, capital humain. Et donc ça, c'est des dynamiques qui sont extrêmement importantes, effectivement, et notamment dans la perspective du changement climatique. Et les ressources halieutiques, les ressources de la mer? Point d'interrogation, pose-t-on. C'est un beau point d'interrogation. Alors, à ma connaissance, mais peut-être, je pense que ça rejoint un des points qui a été fait tout à l'heure sur la question des données. On a peu de travaux sur ces questions-là en économie, à ma connaissance, mais effectivement, tout laisse penser que c'est aussi une ressource qui se raréfie, ou tout du moins dont la nature du flux et du stock se modifie, et qui a aussi des impacts, notamment pour toutes les communautés en fait, qui en dépendent fortement. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler du cas du Botswana? Je crois qu'on a déjà répondu tout à l'heure à la question, et j'invite la personne à revisionner la vidéo sur la chaîne YouTube des Journées de l'économie. Autre question encore, les velléités de Donald Trump sur le Canada et sur le Groenland. Quelle est sa stratégie du président américain en termes de quête de ressources naturelles? Ça va nous amener à notre chapitre suivant sur les relations commerciales dans le monde. Est-ce que peut-être Mathias, sur la stratégie de Donald Trump, la spécificité? Ah ben oui, il fallait. J'ai toujours les questions difficiles quand même, hein, je trouve. Le pipe par tête, la colonie. Donald Trump. Alors je vous raconte une anecdote. Donc, je travaille sur le commerce international et dépendance et pouvoir de négociation diplomatique. Donc on essaie d'estimer des modèles quantitatifs. Et avec des co-auteurs, Thierry Meyer et Isabelle Méjean de Sciences Po Paris, on construit tout un setup statistique pour essayer de rationaliser ce que Trump 2 a fait sur les tarifs commerciaux, vous savez, depuis le printemps dernier. Et vraiment, le modèle n'y arrive pas. Voilà. Donc il y a beaucoup c'est très difficile de se mettre dans la tête de Donald Trump. Je pense que même ses principaux conseillers n'y arrivent pas. Bon, clairement, l'accès, un enjeu majeur, mais bon là, aujourd'hui, c'est le contrôle du passage du Nord-Ouest, vous savez, qui, avec le réchauffement climatique, donc c'est le passage, c'est une alternative au passage de Panama ou au Cap Horn, mais en tout cas à Panama. Et donc c'est potentiellement une route commerciale majeure des prochains siècles. Et le contrôle de ce passage est un enjeu important. C'est vachement bien le changement climatique, hein, n'est-ce pas? En tout cas pour certains acteurs de l'économie. Justement, puisqu'on parle des entreprises américaines que tente de pousser Donald Trump dans un certain nombre de régions du monde, c'est le cas en Ukraine, c'est le cas en République démocratique du Congo, avec l'accès aux minerais. Comment ces entreprises américaines, Ninon Moreau-Kessler, comment sont-elles surveillées justement sur
dont on parlait tout à l'heure, le devoir de vigilance, la cartographie de leur chaîne de valeur. On sait que voilà, on a affaire à des géants de l'économie. Oui, en fait, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les chaînes de valeur entre l'extraction dans une mine au Congo et votre téléphone portable, par exemple, sont extrêmement compliquées et sur différents territoires ou États, distribués sur tous ces différents territoires. Donc en fait, le Dodd-Frank Act, il a régulé des entreprises qui étaient des entreprises américaines comme Apple, par exemple, qui vendaient les produits finis ou certains produits intermédiaires. Mais entre ces entreprises-là et la mine au Congo, en fait, on avait assez peu d'informations sur quels étaient les acteurs intermédiaires. Si vous voulez, les États-Unis, en fait, avaient localisé peut-être une quarantaine d'entreprises en fait, qui récupèrent le minerai du Congo et qui le transforment en métal avant de le vendre ensuite à d'autres acteurs. Mais en fait, avec le Dodd-Frank Act, on s'est rendu compte qu'il y en avait au moins 400 qui étaient super importantes et qu'il fallait connaître, qu'elles n'étaient pas toutes aux États-Unis, une énorme partie était en Chine, au Japon, en Indonésie, etc. Donc en fait, le devoir de vigilance, il a aussi permis de cartographier un peu ces chaînes de valeur qui sont très spécifiques, souvent à un métal, un produit, et en fait d'introduire aussi des bonnes pratiques pour les entreprises, parce que c'est bien de savoir en fait où sont nos sous-traitants, à quel risque on est exposé potentiellement, et ça a un intérêt stratégique aussi pour les États, pour les États-Unis, de savoir en fait de quels États ils dépendent, autres que la RDC pour les minerais, mais les étapes intermédiaires, quoi. Maintenant, ce Dodd-Frank Act, en fait, il a été abandonné par l'administration Trump, la première, en limitant en fait les obligations de report des entreprises. Elle pouvait continuer à le faire volontairement, mais il y a une partie qui a arrêté ensuite de le faire. Donc voilà, le devoir de vigilance, ça peut aussi être stratégique pour les États en fait, en bout de chaîne de valeur. Et nous verrons ce qui va se passer avec cette deuxième administration Trump. Une question facile encore, allez, pour Mathias Teunig. Comme d'habitude, la bataille des métaux rares n'est-elle pas déjà perdue, puisqu'on en parlait, face à la Chine ? La Chine qui, on le sait, a d'énormes besoins et qui est extrêmement présente dans les pays d'extraction. Oui, alors, magnifique question. Donc, qu'est-ce qu'on entend par perdu? Voilà. Quel est le critère qui ferait qu'on pourrait la gagner ou qu'on pourrait la perdre? Donc, dans cette question, il y a une deuxième question. C'est quel est l'objectif qu'on essaye d'atteindre lorsque on essaye de devenir indépendant sur des rivaux géopolitiques sur un certain nombre de produits perçus comme stratégiques. Ce n'est pas une question facile, hein. Donc le lien entre dépendance commerciale via vos chaînes de valeur ajoutée, via le sourcing de vos achats et de vos importations, et l'objectif géopolitique que vous souhaitez atteindre, hein. Donc il y a toute la discipline aujourd'hui en économie internationale, en géoéconomie, essaie de répondre à cette question. Quel est le critère que vous essayez d'atteindre, diplomatique, géopolitique, de long terme, et comment la dépendance commerciale va impacter ce critère. Alors, si vous y pensez, les dépendances commerciales, pourquoi on est très dépendant de la Chine sur les terres rares? La dépendance dépend de la concentration de vos fournisseurs. Donc sur les terres rares, la Chine, je ne sais pas, ça doit peut-être plus de 80% des terres rares. Non, tu as le chiffre, Mathieu, peut-être 80%. Donc, première feu rouge, si vous voulez, red flag, comme ça, c'est qu'il y a hyper concentration de cette ressource qui est essentielle, notamment dans l'industrie des microprocesseurs. Deuxième élément qui fait que vous êtes dépendant de ces ressources stratégiques, c'est de savoir s'il y a beaucoup de substituts en termes de produits. Okay. Alors, je ne suis pas un ingénieur électricien, donc je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y a pas tellement de substituts pour l'instant à ces terres rares. Donc, évidemment, après le progrès technique, une partie du progrès technique, l'innovation aujourd'hui, il y a certains travaux qui commencent à émerger, vont être redirigés. Il y a de l'innovation défensive, stratégique, qui est aujourd'hui engagée pour justement réduire les dépendances commerciales. Donc on doit s'attendre à ce que ces dépendances à quelques produits stratégiques débouchent dans les 10, 15, 20 prochaines années à de l'innovation qui permette justement
aux pays clients comme l'Europe aujourd'hui de devenir moins dépendants, par exemple, des terres rares, mais de trouver des substituts à travers des produits. Donc une réponse, voilà, il y a deux types de réponses dans le moyen terme. C'est soit vous essayez aujourd'hui de faire du lithium aussi en Europe, soit vous essayez, donc ça c'est, vous jouez sur la substituabilité entre pays, au lieu de vous fournir uniquement en Chine, vous allez aussi vous fournir dans des pays européens. C'est ce qui est d'ailleurs en train d'être fait. Hein. Il y a des, voilà, il y a des gisements en Serbie et même en France, dans le centre de la France. Absolument. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième, qui n'est pas exclusive de la première, c'est d'aller jouer sur les substituabilités interproduits. Et ça suppose, à mon avis, c'est là-dessus que l'Europe devrait plutôt s'organiser, ça suppose de mettre en place de l'innovation qui permette à terme de trouver des substituts à ces ressources naturelles qu'on n'a pas en abondance en Europe. On va parler de la transition énergétique. Un commentaire d'abord, c'est Cédric Chambru sur ce qui vient d'être dit. Peut-être pour rebondir sur cette question de la géoéconomie et de la question de la sécurisation de l'accès aux matières premières, notamment celles qui sont au cœur de la transition énergétique, donc les terres rares, au niveau de la Chine, donc un certain nombre des dynamiques qu'on observe aujourd'hui font écho à certaines choses qu'on a pu observer dans le passé, notamment dans la période ces périodes de colonisation, qui concernent aussi la sécurisation de l'accès, non seulement dans son territoire, mais vis-à-vis des territoires étrangers. Et un cas, par exemple, je pense, qui est assez intéressant au niveau de la Chine, qui est le pays le plus riche en terres rares, c'est aussi sa mainmise progressive sur les terres rares d'un certain nombre de ses voisins. Donc, par exemple, aujourd'hui, la Chine contrôle la majorité des mines de terres rares en Birmanie. Et pour certaines terres rares spécifiques, les mines birmanes fournissent jusqu'à 50% des terres rares traitées aujourd'hui en Chine. Donc un exemple concret, c'est par exemple le terrebaume, qui est essentiel à la construction des lampes phosphorescentes des écrans plats. La moitié de l'approvisionnement chinois ne provient pas de Chine, qui est pourtant très riche en terres rares, mais de la Birmanie. Et donc ici, on se retrouve aussi sur des questions de logique de domination et d'accès de cette terre rare, sécurisation des approvisionnements à l'étranger, y compris pour la Chine. Et peut-être un autre exemple pour rebondir aussi sur cette question de la transition énergétique, et qui fait écho aussi à ce dont a parlé Ninon auparavant, entre les relations entre les États et les grandes entreprises. Donc si vous avez pu suivre l'actualité ces derniers mois, notamment entre la France et le Niger, pour parler de ces contrôles des mines d'uranium, donc qui étaient auparavant exploitées par Orano, donc anciennement Areva, et qui depuis 2023 sont sous le contrôle de la junte birmane, nigérienne, Une autre nigériane, et qui répète que voilà, l'uranium du Niger appartient au Niger, et donc que la valeur générée par cet uranium doit revenir au gouvernement nigérian. Et ici, on se retrouve effectivement sur ces tensions géopolitiques, géoéconomiques, pour contrôler l'accès à la ressource et la valeur ajoutée générée par ces ressources. Avant d'aller encore plus loin sur la transition énergétique, peut-être Mathieu Coutenier, puisque l'on parlait de la Chine, les relations localement dans les pays d'extraction entre les populations locales et les grands groupes chinois. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce que la Chine est encore accueillie comme un messie qui amène de l'investissement, ou est-ce qu'il commence à y avoir un peu de friture sur la ligne, un peu de tension entre les populations locales et ces groupes chinois? Je vais me permettre une réponse d'économiste. Ça dépend des pays, ça dépend du contexte. Non, mais je pense que c'est important, peut-être aussi pour éviter de stigmatiser une seule entreprise. On le voit bien avec Lafarge aujourd'hui. Je pense que on a probablement quand même des difficultés à juger comment dire, les effets des investissements chinois sur ces questions des minerais à l'aune de ce qu'on apprend des financements qui ont été réalisés par Lafarge sur des groupes armés. Je pense que en fait, je pense, ça fait écho à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur la question du partage de la rente. Je pense qu'à travers les différentes interventions, à la fois dans le temps et dans l'espace, on voit bien que la question de la partage de la rente, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Comment est-ce que les populations locales vivent ce partage de la rente? Donc effectivement, et on a un travail relativement ancien aussi avec Mathias sur cette question-là. En fait, on voit bien que les
les opérateurs, les entreprises qui vont venir extraire les minerais ont un rôle crucial à jouer sur cette répartition, sur comment est-ce que les populations vont percevoir cette redistribution. Et ce qu'on montrait à l'époque dans un article il y a quelques années, c'est que en réalité, il y a une très forte, je dirais, un très fort lien avec l'histoire, avec la question de la colonisation, de la question de la nationalité des firmes qui extraient les minerais. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement la question chinoise. Je pense que c'est vraiment la question de comment est-ce que ces entreprises, quelle que soit leur nationalité, quel va être leur comportement en termes de respect de l'environnement, en termes des droits sociaux, des droits humains. Et voilà. Donc, je pense que ça dépasse la question chinoise. Alors, on parle du partage de la rente. Il y a aussi ce qu'on appelle la rente verte, c'est-à-dire la rente issue de cette transition environnementale. Ninon Moreau-Cassler, il y a des questions fiscales essentielles derrière ça, la fiscalité du carbone, la redistribution de cette transition énergétique. Là aussi, il y a de l'argent à se faire. Oui, alors effectivement, une grande question, c'est est-ce qu'il faut taxer du coup ces entreprises multinationales extractives pour financer en partie voilà, la transition écologique et pour aussi compenser les États extractifs des potentielles conséquences de cette extraction. Maintenant, le secteur extractif, il est vraiment particulier comparé à d'autres secteurs parce que, en fait, justement, ces États ont ce pouvoir de négociation important par rapport aux entreprises. En fait, si vous voulez, il y a je ne sais plus si... Est-ce que je parle du CBAM plutôt ou de... Enfin, je ne sais pas ce que tu avais prévu plutôt dans la question. Non, mais on était sur effectivement ces questions de captation de cette rente verte. Ouais. Oui, parce qu'on va avoir une augmentation des prix importants dans le futur face à la demande de ces minerais utiles pour la transition, donc des retombées fiscales importantes pour les groupes extractifs. Maintenant, une grande tendance de la mondialisation, comme je l'ai dit, c'est au tout début, c'est en fait la compétition fiscale entre les États. Les entreprises, souvent multinationales, elles sont capables de localiser leurs profits de manière à parfois minimiser en fait justement les taxes payées. Ce qu'on observe, et ça c'est vraiment un fait stylisé de la dernière vague de mondialisation, en fait, c'est que quand on regarde les multinationales, souvent leur profitabilité est très fortement corrélée au fait de payer moins de taxes dans l'État où elles opèrent. Donc, par exemple, localiser plus de profits dans les paradis fiscaux avec une fiscalité plus intéressante et moins de profits dans d'autres territoires où les taxes peuvent être plus élevées. Et ça, c'est une vraie compétition fiscale. Ça incite les États, du coup, à diminuer leur taux de taxes pour attirer justement l'activité de ces multinationales. Ce qui est intéressant, c'est que ce fait stylisé-là qui existe dans d'autres secteurs, il est complètement différent dans le secteur extractif. Pourquoi ? Parce que justement, ces États ont ce pouvoir de négociation important. Et en fait, on observe que dans les États extractifs, on a une très forte profitabilité, parce que ces mines sont très profitables, et en même temps des taux de taxes qui sont très élevés, parce que les États ont ces instruments très spécifiques au secteur minier. Donc en fait, l'enjeu pour ces États, ça va plus être de capter les moments où il y a des retombées fiscales très importantes suite à des hausses de prix par rapport à des moments où on a plutôt des baisses de prix. Et ça, ça va être important pour justement la transition de ces États. Alors, pour qu'on se garde quelques minutes pour répondre à des questions qui nous ont été posées par SMS, je voudrais quand même on a beaucoup parlé des pays du Sud, de ces pays d'extraction en Afrique, en Amérique latine, voire en Asie. Il faut qu'on parle aussi des nouvelles formes de bataille pour les ressources naturelles ici, dans nos pays du Nord, et y compris en France. Par exemple, et c'est d'actualité ces dernières années, les batailles pour le contrôle de l'eau. On l'a vu beaucoup entre les agriculteurs et les écologistes, et parfois à de la violence. Peut-être Cédric Chambru un rappel rapide, historique sur
cet accès à l'eau, cet accès aux produits agricoles qui, dans l'histoire, a mené à de fortes tensions chez nous aussi. Effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure lorsqu'on discutait de la relation entre abondance et rareté autour de la notion de conflit. Ce qu'on va observer dans les sociétés pré-industrielles, c'est souvent des épisodes de conflits civils. Donc ici, on parle de différents groupes au sein de la société française, mais aussi britannique, allemande, où en période de rareté, on va avoir des luttes importantes un petit peu pour contrôler l'accès aux ressources agricoles, notamment aux grains, et aussi à leur circulation. Donc on a par exemple de nombreux exemples, lorsque vous allez dans les archives, où vous voyez des populations au niveau local, des communautés villageoises qui, en période de disette, vont bloquer la circulation des grains, donc vont empêcher l'exportation des grains vers la ville. Donc ici à Lyon, c'est un exemple qui est très marquant, puisque une grande partie des grains venaient de la Bourgogne, descendaient le long de la Saône, et où on a ces descriptions de communautés villageoises qui se réunissent sur les ponts pour arrêter les bateaux, décharger les grains et faire revenir le grain dans leur grenier, parce qu'ils avaient justement peur de manquer dans les mois à venir de ressources pour pouvoir survivre. Donc, des coupeurs de route, comme on dit en Afrique. Exactement. Mathias Tonick, ça pose des questions. Hein. Effectivement, ce qui s'est passé ces derniers siècles en France et en Europe et ce qui se passe aujourd'hui, on peut ramener ça aussi aux gilets jaunes, aux bonnets rouges, à tous ces mouvements qui sont aussi des mouvements pour la recherche d'une ressource, le carburant ou d'autres ressources encore. Ça pose la question de l'articulation entre les préoccupations économiques, des préoccupations sociales, des préoccupations écologiques, dans le cas des Gilets jaunes, et puis des questions démocratiques aussi. Qui décide qu'une bassine d'eau dans l'ouest de la France profite aux agriculteurs ou profite plutôt à la population, ce que demandent les écologistes? C'est une belle question. Hein. Si vous voulez, elle touche, je pense, à une chose fondamentale, c'est que des tensions au sein des sociétés, qu'elles soient du sud global, du nord, tensions liées à accès à des ressources naturelles, à des ressources économiques, à de l'eau, à des produits, elles ont traversé tous les pays, toutes les époques. Donc des tensions sociales comme il y en a aujourd'hui dans certains pays d'Europe, rien de nouveau sous le soleil. Mais une grande partie du projet démocratique consiste à mettre en place des systèmes institutionnels, constitutionnels, juridiques, qui permettent aux différents acteurs qui ont des objectifs et des prises d'intérêt contradictoires à porter leur voix, à trouver le compromis. Donc voilà, voilà, venant de Suisse, vous voyez, je fais référence aussi à la démocratie directe présente en Suisse. Et donc, il y a un fait bien établi en sciences politiques qui est ce qu'on appelle la paix démocratique. Donc, qui est le fait que vous n'observez pas de démocratie qui attaque une autre démocratie, historiquement. Voilà, c'est un vieux constat. Et donc, de cette régularité empirique, historique, vous pouvez extrapoler en vous disant il y a quelque chose d'inhérent à une démocratie qui fonctionne bien. C'est sa capacité à diffuser les tensions en faisant remonter, en créant des espaces de dialogue, des espaces de décision, où chacun a son mot à dire. Mais évidemment, ça suppose, de la part des acteurs, une profonde croyance avoir une culture démocratique, une profonde croyance dans la vertu de ces... Et en fait, je pense que c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça s'étiole. Évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a même le respect de l'esprit des règles s'étiole, mais je crois qu'on peut regarder aussi en Europe de l'Ouest aujourd'hui. Et ce mouvement de la polarisation au sein de la société française, je trouve, avec un recul, si vous me permettez, habitant à l'étranger aujourd'hui, c'est que la société française est de moins en moins capable de diffuser
de manière apaisée des tensions qui, à nouveau, sont normales. Alors, question tout aussi philosophique et pas forcément plus facile. L'économie aujourd'hui est mondialisée, bien sûr, les conflits sont internationaux, mais les démocraties dont on parle restent nationales. La personne qui nous pose cette question nous pose celle-ci. Ne faudrait-il pas des démocraties à l'échelle de chaque problème et non plus des démocraties nationales? Est-ce qu'il ne faudrait pas un fédéralisme des institutions qui pourraient gérer ces questions de l'eau? Vous allez me dire ça existe, mais ce n'est pas forcément efficace. Sur l'eau, sur les matières premières, sur les minerais, le pétrole et d'autres. Magnifique, mais comment vous définissez les périmètres? Vous voyez bien qu'aujourd'hui aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, mais le découpage électoral, c'est un enjeu stratégique majeur. C'est quand est-ce que le comté, vous savez, pour la Chambre des représentants, savoir quelle est la... Donc, quand vous êtes au pouvoir, vous allez, que vous soyez démocrate ou républicain, ils ont tous joué ce jeu qui s'appelle gerrymandering en anglais, qui est de savoir, tiens, on va découper de manière optimale la carte électorale pour maximiser nos chances de faire élire un représentant au Congrès. Voilà. Donc, le périmètre, ça devient l'enjeu dans ce cas-là. Alors, il y a encore énormément de questions. Mathieu Coutenier. Ah pardon. Merci. Non, Nino Ouais, Moro-Kessler. Je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est toute la tension d'avoir ces phénomènes globaux et ces États à l'échelle de leur juridiction territoriale. Et en fait, sans répondre à cette question philosophiquement, simplement comment les États font aujourd'hui, c'est qu'ils essayent en fait de mettre en place des politiques extraterritoriales ou qui ont des effets incitatifs sur leurs partenaires commerciaux à adopter par exemple les mêmes normes. Si je prends un exemple sur la fiscalité du carbone, on va avoir bientôt en 2026 ce qui s'appelle le mécanisme d'ajustement du carbone à la frontière. C'est quoi? C'est l'Europe qui taxe à la frontière le contenu carbone de l'acier et l'aluminium qui est importé, mais qui permet en fait aux entreprises de déduire la taxe carbone qui est payée déjà dans le pays d'origine. Donc là, on a un double objectif, c'est de taxer le carbone, mais aussi d'inciter les pays d'origine à eux-mêmes mettre en place une taxe carbone pour récupérer justement ces revenus fiscaux de la taxation du carbone. Donc c'est une forme de réponse aussi à ces enjeux internationaux par des juridictions nationales. Une question, je pense qu'il peut mériter une réponse et une réponse courte. Quelles sanctions pour les grandes entreprises qui n'effectuent pas leur devoir de vigilance? Bon, alors ça aussi, c'est sans doute pays par pays. Bonne question. Ouais. Chez nous, par exemple. Ça dépend vraiment de la loi mise en place. Alors en France, on a une loi depuis 2017. Du coup, si mes souvenirs sont bons, là c'est plutôt des amendes tant que l'entreprise ne se met pas en conformité avec le devoir de vigilance. C'est-à-dire que donc on prouve qu'une entreprise ne fait pas bien son devoir de vigilance, ne cherche pas à limiter les risques négatifs des biens qu'elle achète à ses sous-traitants, on va lui mettre une amende par jour du coup où elle n'est pas en conformité et elle ne se remet pas en conformité. Mais ça va vraiment dépendre. Dans le cas du Dodd-Frank Act par exemple, il n'y avait pas de punition ou d'amende, c'était vraiment juste un mécanisme incitatif de ce qu'on appelle le name and shame. Donc par exemple, vous allez révéler de l'information sur vous, on va voir que vous utilisez des minerais de conflit, et on va penser que les consommateurs du coup vont vous punir ou que vos partenaires économiques vont vous punir pour cette action-là par exemple. Deux questions qui à la fois vont nous permettre de prendre de la profondeur et de la hauteur. Est-ce que la bataille dans les prochaines années va se jouer dans les océans, la recherche de terres rares dans les océans par exemple, et est-ce qu'elle va peut-être se jouer aussi dans l'espace, sur Mars ou sur la Lune, qui est astrophysicien à ses heures perdues? Très bonne question, beaucoup de hauteur sur cette question, ou de profondeur. Non, alors sur l'espace, là je serais un peu, je suis pas persuadé qu'on soit en mesure, comme nous quatre, de pouvoir tirer des plans sur la comète sur ce point-là. C'est vrai que la potentielle pénurie sur notre Terre
voilà. Clairement, il y a des enjeux. Je pense qu'on le voit bien sur tout le système aérospatial, qu'il y a en fait aujourd'hui des nouveaux terrains de conflictualité ou de compétition ou de concurrence entre les pays, et ça en fait partie. Mais là, je pense qu'en tant qu'académique, en tant qu'économiste ou en chercheur en sciences sociales, à ce stade, on manque un tout petit peu de recul pour pouvoir en dire quelque chose. Tout à fait. Il nous reste vraiment quelques toutes petites minutes. Une question un peu plus philosophique ou philosophico-économique. Mathias, est-ce que l'évolution de ces batailles pour les ressources naturelles nous pousse vers la porte du mercantilisme ? Ah ben on y est déjà, la porte du mercantilisme, avec Trump 2 et déjà Trump 1. Mais voilà, et ça a traversé un petit peu la discussion aujourd'hui. Non, mais il y a cette idée un peu implicite que, à travers les chaînes de valeur ajoutée, en fait, le Nord est en train de peut-être piller les ressources naturelles du Sud. C'est déjà une vision mercantiliste de présenter les choses comme ça. C'est penser que le jeu du commerce international est un jeu à somme nulle. Il y aura un gagnant et un perdant. Et c'est ce que Trump 2 pense. Et en fait, les études empiriques, statistiques montrent que le commerce international est un jeu gagnant-gagnant. Et donc, dès lors que vous remettez des tarifs, dès lors que vous interprétez les flux de commerce entre Sud et Nord, je les exempte pas de problème, etc., mais ça fait partie de la normalité, si vous voulez, de la logique des avantages comparatifs. Hein. Et donc, voilà, il y a une perception qui est en train d'évoluer aujourd'hui, après 30-40 ans de globalisation, d'hyperglobalisation, ce retour du mercantiliste au sein du grand public, mais aussi au sein des experts et aussi des personnels politiques, l'idée que ce commerce international est un jeu à somme nulle. Il y a nécessairement des gagnants et des perdants. Encore quelques réflexions que je vous lis. Les grandes démocraties se créent un espace de dialogue parce qu'elles ont les moyens de se défendre, globalement, ce qui n'est pas le cas des pays détenteurs de ressources naturelles. Voilà une réflexion qui nous est posée. Une question, qu'est-ce qu'une transition écologique ? Question intéressante aussi, courte, mais qui pourrait mériter un autre débat. Voilà, il nous reste vraiment 3 petites minutes. Je pense que peut-être que chacun, en quelques mots, pourrait ramasser ses idées sur une petite minute pour nous dire ce qu'il a retenu globalement à la lumière de ce qu'il a entendu des autres intervenants. Voilà, en 30 secondes, moi je pense qu'on est arrivé à montrer que cette question en fait, des ressources naturelles, c'est une vieille question, c'est une question historique qui fait intervenir différents acteurs, que ce soit les États, les individus, la société civile, les entreprises, qui a de très forts enjeux d'économie politique, de très forts enjeux en termes de politique aussi économique, Ninon l'a démontré, et que c'est des enjeux qu'il faut revisiter, c'est des questions qu'il faut revisiter, des conclusions qu'il faut revisiter. On l'a vu, il y a des nouveaux, des nouvelles cartes qui sont aujourd'hui qui sont présentes et qui nous incitent en fait à travailler encore plus sur ces questions-là, de continuer à chercher ces questions-là. Et voilà, donc je pense que c'était une belle illustration de ces points. Ninon Moreau-Kastler, ça encourage aussi la recherche sur la régulation, puisqu'on voit bien que dans ce monde compliqué, la régulation est plus que jamais nécessaire, a priori. Oui, ce qui est important pour l'avenir de la régulation, c'est justement d'arriver à mettre en place ces mécanismes incitatifs qui favorisent en fait la coopération entre les États qui sont impliqués d'un bout à l'autre de ces chaînes de valeur. Cédric Chambru, peut-être en quelques secondes, avec votre regard d'historien de l'économie ou économiste de l'histoire. Oui, donc on a longuement discuté au cours des 80 dernières minutes sur l'importance des relations entre les États, entre les différents acteurs, également des dynamiques historiques. Je pense qu'un point important ici à avoir en tête, c'est que si effectivement on peut apprendre pas mal de choses en multipliant les études de cas, les études empiriques sur l'histoire, il faut aussi garder en tête que aujourd'hui les structures institutionnelles, économiques sont différentes, et il ne faut donc pas trop vite extrapoler sur des conclusions qu'on pourrait tirer à partir des études de cas historiques ou des tendances de long terme qu'on pourrait observer, puisque donc, par exemple la question de la régulation est quelque chose de relativement nouveau. Il y a un siècle, on ne parlait pas vraiment de régulation autour de la question des ressources naturelles.
Donc voilà, toujours être vigilant, et on peut apprendre du passé, mais il ne faut pas non plus trop tirer de conclusions à partir du passé. Ne pas se contenter de cela. Mathias Teunig, pour conclure, faut-il croire en l'humanité? Vous avez 30 secondes. Bien sûr. Oui, non, il faut rester optimiste. Maintenant, il faut faire amende honorable aussi. Je pense que le débat aujourd'hui montre combien sont complexes ces questions. Elles mêlent des questions d'économie, évidemment, mais aussi de sciences politiques, de sociologie, de géopolitique, etc. Donc c'est très difficile de venir en utilisant une approche scientifique basée sur les données, très difficile de venir avec des recommandations pour l'heure claires en termes de politique publique, de politique économique à mettre en place. Il y a tout un pan aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, la fin des années 2010 et le début des années 2020 ont fortement remis en question le paradigme sous lequel travaillaient beaucoup d'économistes sur ces questions d'économie internationale, mais pas que des économistes, aussi à nouveau le personnel politique. Hein. La globalisation a été une globalisation, voilà, depuis les années, rappelez-vous, 80, 90, on parlait de la fin de l'histoire, que la globalisation amènerait la prospérité économique, amènerait la transition démocratique naturellement vers des valeurs postmodernes d'inclusion, etc. C'était tout à fait naïf. Les 10 dernières années nous montrent que non. En fait, on retourne d'un certain point de vue à l'état des affaires comme l'a connu le monde jusque dans les années 70-80, qui est un monde où, fait de tensions entre États, entre blocs. Et voilà, il faut être créatif pour trouver les outils qui permettront de régler ces problèmes. Mais oui, il faut être optimiste. Ces ressources naturelles sont l'un des enjeux majeurs de ce constat que vous venez de faire, Mathias Teunig. On va remercier et applaudir nos 4 intervenants. Merci à tous, et vous pouvez donc tout revisionner sur la chaîne YouTube des Journées de l'économie. Bonne journée à tous, merci.